s'organise avec l'ATLF, qui est l'Association des traducteurs littéraires de France, parce que d'habitude, le principe d'une joute de traduction, c'est qu'on donne un même passage, un même texte à traduire à deux traducteurs professionnels qui travaillent chacun de leur côté en aveugle, en amont de l'événement. Et le jour J, on projette devant le public le texte original et les deux propositions des deux traducteurs, et qui découvrent d'ailleurs la traduction de leur rival, et ça compte amicalement. Et l'idée, c'est de montrer qu'à partir d'un même texte, deux traducteurs professionnels, tous les deux bons et compétents, c'est pas qu'il y en a un mauvais et un bon, on voit que les propositions sont très différentes. Et c'est une manière hyper simple et très frappante de mesurer le rôle du traducteur, en fait, dans la traduction, puisqu'il apporte vraiment une part de création. Aujourd'hui, je vais tenter un exercice un peu nouveau. Je ne l'ai jamais fait et à ma connaissance, je ne sais pas si quelqu'un s'y est risqué. Je vais donc faire une joute contre une intelligence artificielle. Parce que ça ne vous aura pas échappé que quand on parle de traduction ces derniers temps, moi je le vois, c'est-à-dire que dès que je dis que je suis traductrice, la question d'après c'est en gros, est-ce que tu vas bientôt mourir? Si je traduis, c'est à peu près ça, quoi. C'est est-ce qu'on va être remplacé par les IA très vite? C'est vrai que la traduction est un domaine où l'IA est menace. Et donc je me suis dit, bon bah allons-y, on va voir si on peut être remplacé par des IA. Et donc, ce que j'ai fait, j'ai essayé d'être vraiment fair-play. C'est-à-dire, j'ai pris un texte que j'avais traduit, qui est publié, qui est un roman d'un Américain, Henry Wise, qui a été publié, et j'ai donné à l'intelligence artificielle, en l'occurrence j'ai pris DeepL Pro, je lui ai donné un prompt assez élaboré, parce que je lui ai juste dit traduis-moi ça, voilà. J'ai donné un long, là on va voir qu'un petit extrait, mais j'ai donné 4 chapitres pour qu'il y ait du contexte éventuellement. Et puis l'autre chose par contre, c'est que j'ai fait ça, ce livre est sorti en fin août dernier à la rentrée littéraire en fait. Et j'ai fait cette traduction par l'IA avant qu'il sorte le livre, juste parce que je voulais pas que l'IA puisse aller éventuellement voir la traduction, je sais pas, en version sur les livres électroniques, etc. Donc tout ça a été fait dans des conditions quasi sous-huissier. Et moi-même, j'avais bouclé ma trad, elle était partie chez l'éditeur, et je n'ai pas retouché parce qu'il y a quelques endroits où je me dis ah peut-être que là, bon, pas beaucoup, hein, je vous spoil un peu. Voilà. Donc tout ça a été fait dans des conditions parfaitement réglo. J'ai pris, c'est un passage au début du livre, mais pour vous situer, c'est un livre, donc déjà vous pouvez constater qu'il s'appelle Holy City en anglais, qui ne veut pas dire nulle part où revenir, même si vous êtes nul en anglais, je pense. Ce qui fera une transition, puisque la conférence d'après c'est sur Jérusalem, donc voilà, on a la ville sainte, mais en français, nulle part où revenir. Ça se passe en Virginie, dans un état du sud des États-Unis. En l'occurrence, au début du bouquin, on a le personnage principal qui s'appelle Will, qui est l'adjoint du shérif et qui intervient sur un incendie qui a eu lieu au petit matin. Il se trouve que lui, il est sur la route à ce moment-là et il voit l'incendie, donc il est le premier à arriver dessus. C'est quelqu'un en plus dans une maison qu'il connaît, lui-même il est du coin, etc. Il entre dans la maison pour essayer parce qu'il y a peut-être des gens. Voilà, et donc il arrive dans cette maison en feu, il est entouré par les flammes et on le prend à ce moment-là. On va tout de suite commencer à l'aveugle. Je vous propose ce premier paragraphe. Je ne vous dis pas si c'est Dickol ou moi, on va le lire. Il tâtonna sur le sol de la cuisine, le vinyle gondolé comme les documents anciens, retenant son souffle aussi longtemps qu'il le put, jusqu'à ce qu'il trébuche sur quelque chose. Une botte à bout en acier, brûlante au toucher. Il trouva l'autre pied et tira les deux, parvenant à atteindre la porte latérale, tirant sur ce qui devait être le corps de Tom. Il pleurait à cause de la fumée, toussait quand il essayait de respirer, se retrouva à genoux dans la cour, essayant de se lever, essayant de respirer, la fumée dans l'arête de son nez.
Des larmes et de la fumée, des larmes et de la fumée. Finalement, il retourna au seuil, tira le corps, le traîna sans grâce sur les 3 marches et dans la cour, et tomba à côté dans l'herbe, toussant. Alors, j'affiche l'autre proposition que je lis. D'un ton neutre. Il progressa à tâtons sur le sol de la cuisine, dont le lino repiquait comme un parchemin antique, retenant son souffle le plus longtemps possible, jusqu'à ce qu'il bute sur quelque chose, une bottine dont le bout renforcé en métal était bouillant au toucher. Il trouva l'autre pied et tira sur les 2 à la fois, réussissant à atteindre la porte de service en traînant ce qui devait être le corps de Tom. La fumée le faisait pleurer, tousser chaque fois qu'il essayait de respirer. Il finit par se jeter à 4 pattes dans la cour, tenta de se relever, de reprendre haleine, de la fumée plein les sinus. Larmes et fumée, larmes et fumée. Finalement, il retourna jusqu'au seuil, dégagea le corps, le tira sans ménagement sur les 3 marches du perron et s'écroula sur l'herbe à côté de lui, dans une quinte de tout. Alors, je ne vous donne pas la VO pour l'instant, parce qu'il y a aussi une chose qu'il faut savoir, c'est qu'on peut juger d'une traduction sans même voir le texte original, en réalité. Souvent, les gens disent ah ben, je sais pas si la traduction est bonne ou pas, puisque je parle pas la langue, enfin, j'ai pas vu. Mais en vrai, la petite musique, déjà voir si ça tient la route en français, si c'est naturel, enfin, ça, en fait, on l'entend, même sans avoir le texte original. Après, je vous mettrai la VO. Alors, est-ce que, à main levée, vous pouvez... alors, je vais pas dire... Quelle est celle que vous préférez, on va dire? Quelle est celle que vous préférez? Alors, qui préfère la première? Une femme. Oui, bien. D'accord, donc bon, bah voilà. Alors, qui préfère la deuxième? Qui préfère la deuxième? Bah, tout le monde. C'est donc un vote à l'unanimité. Merci. Bon, bah, nous pouvons arrêter cette rencontre. Ok. Donc, bah oui, la deuxième, c'est moi. Alors, mais ce qui est intéressant, c'est quand même que si on regarde comme ça, vite fait, on peut se dire, bah, ça fait la blague. Ça a l'air d'un texte en français, on comprend de quoi ça parle, c'est pas non plus nullissime, ok? Mais ce qui est intéressant, c'est de regarder après un peu plus dans le détail. On va regarder juste sur la première phrase, parce que même juste sur une phrase, il y a des choses à dire, toujours sans la VO. Il tâtonna sur le sol de la cuisine où il progressa à tâtons. Oui, en fait, il avance. Il n'est pas là juste à tâtonner. Voilà. Le vinyle, alors le vinyle, c'est le mot qui est en anglais. Voilà. Mais évidemment, c'est un sol de cuisine, donc un lino, on dit en français, un lino, voilà. Gondoler. Même gondoler, je suis pas sûre que ce soit... Est-ce que ça gondole? Bon, c'est soulever de la chaleur, quoi, voilà. Enfin, moi, je me suis dit qu'il se rabougrissaient, qui se raccornissaient, je sais pas, j'ai mis repiqué. Je pourrais, enfin, en repassant dessus, j'aurais plus d'autres idées, mais voilà. Pareil pour les documents anciens, effectivement, en anglais, c'est documents, mais j'ai mis parchemin en pensant que c'était plus, enfin, qu'on voyait plus l'image du truc qui se raccornit, là, voilà. Retenant son souffle, alors là, on a tous les deux, Dippel et moi, avons mis retenant son souffle, mais voyez un truc aussi bête que aussi longtemps qu'il le pue, c'est pas faux, aussi longtemps qu'il le pue, ça va, ça marche. C'est juste que le plus longtemps possible, c'est un peu plus fluide. Quand on parle de traduction, on est toujours dans les détails. Hein. Enfin, peut-être vous vous dites, bah, en fait, c'est à peu près la même chose. Ouais, c'est à peu près la même chose, en fait. Mais c'est à peu près la même chose. Mais ce qui fait qu'après, un texte se lit bien et fonctionne, et puis a une qualité littéraire, c'est justement cette accumulation de petits détails. C'est la justesse, c'est vraiment comme en musique, en fait. C'est de ne pas faire de fausses notes, quoi. Et donc, la justesse de chaque bout de phrase va faire que l'ensemble est musical. Jusqu'à ce qu'il bute ou jusqu'à ce qu'il trébuche. Alors là, pour moi, trébuche, c'est vraiment presque un faux sens, parce qu'il est en train d'avancer à 4 pattes. Je ne sais pas si on peut vraiment trébucher quand on est à 4 pattes, c'est pour ça que moi j'ai mis bute. Voilà, ça c'est une phrase décortiquée. Après, je vous mets, voilà, vous allez pouvoir voir pour ceux qui parlent anglais, avoir la VO. Et puis je voudrais qu'on repasse après sur des
le reste du paragraphe, j'ai aussi souligné d'autres choses qui ne vont pas du tout, à mon sens. Alors évidemment, je suis jugée partie, là, j'ai pas demandé à DeepL de venir défendre sa traduction. Je pouvais pas, puisque je l'ai faite il y a... En plus, parce qu'on aurait pu se dire, on peut interroger en direct DeepL en lui disant explique-moi, mais comme je l'ai faite avant la sortie du livre, et donc c'est une vieille... c'est une traduction d'août, de septembre. Voilà. Les deux trucs qui me frappent le plus dans ce passage-là, c'est effectivement la fumée dans l'arête de son nez. Là, honnêtement, c'est carrément n'importe quoi. C'est-à-dire, en anglais, c'est smoke in the bridge of his nose. Effectivement, le bridge en anglais, ça veut dire cette partie-là. Mais je pense pas que l'arête, pour moi, c'est un truc extérieur. On peut avoir quelque chose sur l'arête. Je sais pas, par exemple, mettre ses lunettes sur l'arête de son nez. Mais je pense pas qu'on puisse avoir de la fumée dans l'arête de son nez. Enfin, en tout cas, ça me paraît... C'est du mot à mot. C'est du mot à mot, ouais, ça c'est assez bizarre. Donc voilà, j'étais contente de trouver sinus, je trouvais que ça rendait bien le truc. Et pareil après pour tira le corps et le traîna sans grâce sur les 3 marches. Alors là c'est pareil, c'est littéralement, c'est ungracefully. Mais en fait ça veut juste dire qu'il le tire comme il peut, quoi, sans... voilà, enfin... il n'y a pas une question de grâce, il est en train de faire une chorégraphie. Donc, évidemment, là, c'est vraiment un calque. Et bon, quand on lit rapidement, après tout, voilà. Mais en fait, ça ne veut rien dire, là, à cet endroit-là, de mettre sans grâce. Alors, d'autres... Là, pour moi, c'est les problèmes les plus graves. Mais il y a après d'autres endroits où c'est plus des questions de rythme. Par exemple... Cette histoire de des larmes et de la fumée, des larmes et de la fumée, bon, en anglais c'est tears and smoke, et ben je trouve que ça change un petit peu de rajouter des articles, des larmes et de la fumée, des larmes et de la fumée, plutôt que larmes et fumée, larmes et fumée. Il y a quand même, quand on traduit aussi, pas que la question du sens évidemment, hein, et la question du rythme, voilà, de l'effet poétique du texte, et ça, l'intelligence artificielle, par définition, comme elle ne ressent pas le texte, hein, je ne sais même pas si on peut dire qu'elle le comprend. Vous savez que le principe d'une traduction automatique, c'est des statistiques en fait. C'est-à-dire que ces machines ont accès à des milliards de textes qui ont déjà été traduits et donc constatent statistiquement que tel groupe de mots a le plus souvent été traduit comme ça. Voilà, en fait, donc statistiquement, tears and smoke, ça fait des larmes et de la fumée. Voilà. Et la même, pareil pour toute petite chose, mais la fin du paragraphe, en anglais, donc fell beside it in the grass coughing. Pareil, c'est un calque absolu. La DeepL traduit par tout sang. Et je trouve que là, le sens est bon, hein, mais c'est un peu abrupt. Pour moi, il y a un problème de rythme de finir comme ça. Et par ailleurs, l'anglais utilise énormément de participes présents, de ce qu'on appelle le présent progressif, le gérondif. Je ne suis pas très bonne en syntaxe, mais de trucs en ing, quoi. Et c'est pas, ça ne correspond pas exactement à l'usage en français. C'est-à-dire que on peut pas, si on traduit tous les ing par des participes présents, c'est hyper lourdingue, quoi. Donc, en faire un groupe nominal, c'est une des méthodes, et nous, les traducteurs humains, on fait ça de manière quasi automatique. Enfin, en tout cas, on sait que chaque langue a ses outils, et que en anglais, cette forme-là est extrêmement fréquente, mais n'est pas forcément à rendre par la même chose en français. Voilà, alors on va un peu avancer dans le texte. Ah non, oui, un autre énorme problème, je ne sais pas si vous l'avez entendu à l'oreille. Vous savez qu'il y a un énorme problème en français qui est la bête noire des traducteurs, c'est les répétitions. Je ne sais pas si on vous a embêté avec ça quand vous étiez à l'école, mais quand on est... Enfin, le français supporte très mal les répétitions, ça gêne à l'oreille. L'anglais n'a pas du tout cette règle-là, c'est pas un problème en anglais. Alors là, je vous en ai mis, c'est un festival dans ce paragraphe. Je ne sais pas si vous voyez bien ce qu'il y a en rouge. Alors en rouge, du côté DeepL, c'est tira. Donc il tire. En plus, on a un champ lexical ici, puisque de l'effort dans cette scène où il essaye de sortir le corps. En anglais, il y a une fois le verbe pull en rouge, une fois tug et une fois pull.
Les deux veulent dire tirer. DeepL il a traduit 3 fois par le verbe tirer. Moi j'ai traduit une fois par tira, une fois par traîna et une fois par dégagea le corps. De la même manière, en vers, vous voyez qu'on a 3 fois essayé. C'est quand même là, dans cette phrase, on a 3 fois essayé, 2 fois respiré à 2 lignes, dans la même phrase. Il essayait de respirer, se retrouve à genoux dans la cour, essayant de se lever, essayant de respirer. Voilà, moi j'ai mis en facteur commun, en fait, tenta de se relever, de reprendre haleine, donc une fois respirer, une fois reprendre haleine. Pareil, il y a dans la cour, là, très proche, 2 fois. Ça, c'est un truc, nous, alors franchement, ça nous enquiquine énormément parce que parfois on a la traduction parfaite, on a trouvé la bonne phrase et tout, mais c'est un mot qu'on a déjà utilisé un peu plus haut. Bon, on évite les répétitions, sauf si elles sont voulues, c'est-à-dire s'il y a un effet de style, s'il y a si c'est voulu dans le texte, qu'on insiste comme ça, avec un effet lancinant sur un mot, on le prend. Mais encore une fois, les deux langues ne sont pas... n'ont pas les mêmes ressources et les mêmes contraintes. Et en anglais, ça ne gêne pas du tout d'avoir des mots qui se répètent. C'est pas, là, ce que je veux dire, c'est que c'est pas voulu. Lui, il répète aussi le verbe breathe, il répète le verbe try, mais en fait, c'est pas très clairement, et ça, c'est quand on a une connaissance suffisante de la langue qu'on est à même de juger. C'est un truc qu'on fait très important quand on traduit. Est-ce que c'est propre à la langue ou est-ce que c'est propre à cet auteur? Est-ce que c'est voulu? Est-ce que c'est un effet de style? En l'occurrence, moi je vous le dis, croyez-moi sur parole, là c'est clairement pas un effet de style. Il n'y a aucun problème en anglais de répéter try, de répéter breathe. Par contre, en français, on varie. Et en fait, on essaye toujours de faire de cette contrainte un atout, comme souvent quand on écrit de toute façon. C'est-à-dire que c'est une manière aussi, le fait de devoir éviter les répétitions fait que... mettez-vous là pour... c'est bien de voir le texte. Le fait de devoir éviter les répétitions nous oblige à aller enrichir le vocabulaire et à chercher en fait des mots plus variés. Donc je sais pas, c'est par exemple reprendre haleine à la place de respirer. En fait, on en fait une force de cette obligation de contourner les répétitions. Alors la suite, on continue à jouer. Je vous dis pas, ça peut être du même côté, ça peut être d'un autre côté. Je vous dis pas. Ah ouais, c'est à la bonne. Lorsque Will reprit conscience, le shérif Mills respirait bruyamment au-dessus de lui tapotant le visage de sa main rugueuse pour le réveiller, et un ambulancier avait un stéthoscope sur sa poitrine. Un bandage avait été placé sur son bras et il sentait la brûlure. Will pouvait sentir la menthe verte du chewing-gum que Mills mâchait compulsivement, une habitude qu'il avait prise il y a des années pour essayer d'arrêter de fumer. Will s'est assis pour voir le camion de pompiers arroser la maison dans un arc-en-ciel éclatant, au-delà duquel, au loin, il pouvait voir un pigargue à tête blanche perché au sommet d'un pin. Un pigargue. Un pigargue. Quand Will reprit connaissance, le shérif Mills était penché au-dessus de lui, soufflant comme un bœuf, et lui tapotait les joues de sa main rêche pour le réveiller, flanqué d'un secouriste avec un stéthoscope autour de lui. On lui avait posé un bandage sur le bras, et en effet, ça le brûlait. Il sentait l'odeur mentholée du chewing-gum que Mills mastiquait de façon compulsive, une manie qu'il avait contractée des années plus tôt dans un effort pour arrêter la cigarette. Will se redressa et vit le camion des pompiers qui aspergeait la maison dans des geysers arc-en-ciel, derrière lesquels il aperçut au loin un aigle à tête blanche perché au sommet d'un grand pin. Deux. Quoi Alors, qui préfère la 1? Ah, on a une voix pour DeepL, 2 voix pour DeepL. Ah ouais? Qui préfère la 2? Ouais, j'ai pris un risque parce que je l'ai mise du même côté. Vous auriez pu vous dire. Ouais, elle va changer. Bon. Mais je me rends bien compte que quand on lit la première, ça peut faire. C'est au vu de la deuxième aussi qu'on se rend compte, il me semble. Bon, il y a quand même des problèmes. Il y a quand même des problèmes. Alors, il y a quand même des problèmes. Attendez, là, justement, la slide suivante. Voilà. Pour moi, il y a des problèmes. Là, c'est pareil, en rouge, c'est des problèmes qui sont vraiment pour moi des problèmes de français qui ne fonctionnent pas. Repris conscience, je crois pas qu'on dise ça.
On dit reprendre connaissance, hein. Ça existe, reprendre connaissance, reprendre conscience. Prendre conscience, mais ça veut pas dire. Voilà. Prendre conscience, ça veut dire réaliser quelque chose. Ouais. Moi, je pense que c'est pas bon, reprendre conscience. Alors, un autre truc, ça, c'est typique. Ça, c'est une erreur typique des débutants, d'ailleurs, quand ils traduisent. Il y a des années. Donc, effectivement, en anglais, c'est a habit it formed years ago. Donc, une habitude qu'il avait prise il y a des années. Mais on ne peut pas dire ça dans un récit au passé. On est dans un récit. Ça peut se dire au présent. Je peux dire il y a des années, j'ai arrêté de fumer. Mais on ne peut pas dire, quand on est dans un récit au passé, une habitude qu'il avait prise il y a des années. Je ne sais pas comment dire le référencier. Donc, des années plus tôt, moi j'ai traduit. Et alors, il y a un problème. Je suis contente que DeepL ait fait cette faute, parce que c'est un truc. Tout le temps, il y a des problèmes avec les traductions automatiques, c'est le temps des verbes. C'est un truc, parce que nous-mêmes, en fait, on se bat avec ça, surtout avec l'anglais. C'est pas forcément pareil dans d'autres langues. Je vous avais dit qu'il traduit de l'italien. Mais en tout cas, en anglais, le système des temps, et c'est une des choses passionnantes, hein, il y a des thèses sur ça, le système des temps en anglais n'est pas superposable avec le système des temps en français, et le prétérit en anglais, en fait, couvre énormément de choses. Peut couvrir du passé composé, du passé simple, de l'imparfait, du plus que parfait, même. Ils sont beaucoup moins rigoureux sur l'antériorité. En l'occurrence, il n'y a absolument aucune raison de passer au passé composé. Pour moi, c'est presque le truc là qui signe que c'est une intelligence artificielle. C'est impossible de passer au passé composé tout d'un coup au milieu d'un paragraphe. Bon, par ailleurs, ça ne veut pas dire qu'il s'assied, enfin, à mon avis, il se redresse. Enfin, et alors ensuite, pareil, en rouge c'est les trucs les plus graves, et en vert c'est des choses qui à mon avis sont pas tout à fait, qui peuvent être plus précises, encore une fois dans la recherche du mot juste, moi je suis assez contente de mastiquer plutôt que de mâcher son chewing-gum. Une habitude qu'il avait prise en anglais, habit. Habit, ça ne veut pas vraiment dire une habitude, c'est même, on parle même de habit pour la drogue ou l'alcool, c'est plutôt une addiction, quoi, voilà. Donc moi j'ai traduit par une manie. Et quit tobacco, on pourrait dire effectivement pour arrêter de fumer, ça serait, j'ai pas de problème avec arrêter de fumer, sauf que dans le paragraphe précédent, il a été question de fumer tout le temps, la fumée dans les sinus, machin. Et en fait, voilà, là je me suis dit, je vais pas remettre fumer ici, il a pas. Et ça, vous voyez, c'est ce genre de truc. Il n'y a qu'un traducteur humain qui peut. Parce qu'il n'y a pas d'erreur de traduction. Arrêter de fumer, c'est vraiment comme ça qu'on dirait quit tobacco. Et qu'on dit j'ai arrêté de fumer, voilà. Mais là, dans ce contexte-là, et ça me permet de vous dire que, en fait, l'obsession des traducteurs, la phrase qu'il faut mettre au panthéon des traducteurs, c'est « ça dépend du contexte ». Dès que quelqu'un nous demande comment tu traduirais ça, et je vous jure, vous faites le test, ça dépend du contexte, en fait, ça veut rien dire. Là j'ai traduit arrêter la cigarette parce que je me disais que je voulais pas rajouter de la fumée dans ce texte, à cet endroit-là. Voilà, on a toujours les petites répétitions pour la route. Y a les respirer et les essayer qui étaient déjà dans la page d'avant, il continue. Il nous en remet ici. Moi j'ai mis soufflant comme un bœuf et à la place de pour essayer dans un effort, d'ailleurs c'est ce que dit l'anglais, dans un effort pour arrêter la cigarette. Je vous laisse regarder les répétitions. Alors vous voyez peut-être pas en rouge, c'est où il pouvait sentir la menthe verte et il pouvait voir. Alors ça, par ailleurs, c'est presque un... Je sais pas comment on appelle ça, c'est pas génial parce qu'en anglais, c'est un calque en fait. En anglais, quand on dit he could smell ou bien he could see, c'est juste l'imparfait en vrai. C'est il voyait ou il sentait. Donc, on n'est pas obligé en tout cas à chaque fois de le traduire par il pouvait sentir. Donc la traduction, l'intelligence artificielle, elle est très scolaire en fait. Voilà, elle est très... Parce que, encore une fois, elle ne prend pas en charge l'ensemble du texte, elle ne prend pas en charge d'abord l'émotion, elle ne prend pas en charge elle traduit morceau par morceau. Donc, elle n'arrive pas ce genre de... Voilà, dans la même phrase, ça ne dérange pas DeepL de mettre... Enfin, il sentait la brûlure et ensuite, oui, il pouvait sentir la menthe. D'ailleurs, la répétition, là, pour le coup, elle n'est pas en anglais, puisqu'en anglais, on a deux verbes pour dire sentir.
En bleu, vous voyez, he felt the burn et he could smell c'est sentir physiquement, feel et sentir l'odeur. Donc les répétitions, c'est intéressant d'ailleurs, c'est rigolo parce que parfois elles arrivent parce qu'il y a des répétitions en anglais et qu'en fait, c'est la traduction automatique, elle traduit toujours les mêmes mots, mais parfois il n'y a même pas de répétition en anglais et on introduit des répétitions en français. Ouais. Je voulais savoir, est-ce que vous avez paramétré au démarrage Google Pro? C'est une première question. Et la deuxième question, est-ce que vous lui avez montré justement avec lui, avec vous, pour l'éduquer? Ah ben non, alors d'abord moi, je dois dire que moi j'ai pas de version payante d'intelligence artificielle parce que j'ai pas trop envie de donner de l'argent à ces trucs-là. Donc j'ai demandé à un ami en fait qui avait un compte pro. Par contre, sur la question du paramétrage, comme je disais au début, j'ai essayé d'être fair play, c'est-à-dire qu'il y a un prompt. J'ai pas le temps de vous le lire, mais je pourrais vous le lire, mais et c'est même pas moi qui l'ai fait parce que je sais pas faire ça. Donc c'est ce copain qui est très versé dans ces trucs-là. Il a même lui, il utilise l'intelligence artificielle pour lui faire déjà le prompt à la base. Le prompt d'une bonne traduction, fluide. Tout était dans le prompt, il y avait les consignes. Mais après, on ne peut pas lui expliquer ligne par ligne. Parce que quand vous dites aujourd'hui que l'intelligence artificielle ne sait pas jouer avec les émotions, en fait, c'est vrai et c'est pas vrai. C'est vrai techniquement, mais en fait c'est faux dans l'usage quand on utilise. Là, c'est pour ça que moi je fais un test grandeur nature parce que. Oui, mais c'est un test, je veux dire, très basique en fait. Bah oui, mais c'est très basique, mais en même temps, c'est pas si basique que ça parce que s'il faut prompter pour chaque phrase, moi je vais plus vite à traduire en fait. En tout cas, pour la fin de votre question. Est-ce que je lui ai dit, est-ce que je l'ai corrigé? Moi, je fais pas ça parce que je n'ai pas envie d'éduquer la machine. Je comprends que c'est pas ça, mais je veux dire, aujourd'hui, là, en mai 2026, et d'ici juin, juillet 2026, ça sera encore évolué. Ce que vous constatez au mois d'août, mais plus vrai aujourd'hui. C'est ça qu'il faut bien avoir en tête. Okay, je l'ai en tête, mais je pense honnêtement, qu'on est il y a des là je prends un texte. Je suis pas pour. Non mais je veux dire on peut prendre. Il y a des dizaines d'autres problématiques quand on traduit. Là j'en montre quelques-unes parce que je prends ce texte-là. Je vous parle pas de la traduction des jeux de mots, du double sens, de l'ironie, du sous-entendu. Nous on le voit quotidiennement, et voilà, je pense que c'est pas du tout au niveau, et même pas au niveau moins 3 mois, quoi. Je pense. Ouais. Après, vous avez fait le test sur tous les... Oui, j'ai aussi fait le test avec d'autres, j'ai fait sur 4 IA payantes, pareil, avec des pros, et en fait, j'ai constaté que il y a des endroits où c'est mieux sur l'un, des endroits où c'est moins bien. Donc j'en ai pris une, en fait, parce que les problèmes étaient pas forcément aux mêmes endroits. Mais on pourra revenir après sur mais je voudrais juste continuer sur l'intelligence artificielle. D'une manière philosophique, il y a beaucoup de choses à dire, mais un truc intéressant sur lequel on peut s'arrêter, c'est l'histoire du pigargue, là. Justement. Effectivement, donc en anglais, c'est Bald Eagle, qui est effectivement cette bête-là, qui est un pigargue à tête blanche, c'est comme ça que ça se dit. Et donc j'ai hésité à mettre pigargue ou à mettre un aigle à tête blanche. Ça, je le prends comme exemple, là c'est vraiment pas si important dans ce passage-là, mais parce que c'est une des choses aussi qu'on prend en charge quand on traduit, c'est qu'est-ce qu'on fait des références culturelles. En l'occurrence, le nom précis de cet oiseau en français, c'est un pigargue. Je me suis dit, je sais pas si j'ai eu raison, mais je me suis dit que dans la scène, là, dans cette scène-là, c'était pas pertinent d'introduire un mot savant, parce que autant en anglais, Bald Eagle, c'est vraiment très simple à comprendre, c'est pas un nom compliqué, et en plus,
Enfin voilà, donc je me suis dit que il observe cette règle et que je voulais qu'il y ait aussi la notion de menace. Si on ne sait pas ce que c'est qu'un pigard, mais peut-être que j'ai hyper connu le pigard. Non, mais non, on n'a pas compris. Non, parce que moi je ne connais pas, mais je suis nulle en oiseau. On traduit aussi toujours avec un peu soit son ressenti. Moi, je me suis dit que je voulais qu'on comprenne que c'est un rapace. Parce qu'il y a un truc menaçant. Il est là, il y a la maison qui brûle, il est en train de sortir le corps. Et donc ça me semblait plus important d'avoir tout de suite l'image d'un aigle que d'avoir le nom précis de cet oiseau. Mais je ne pense pas qu'on arrive au bout du texte, mais il y a d'autres endroits dans le texte, notamment à la fin, il y a un serpent qui s'appelle un copperhead en anglais, et c'est un mocassin à tête cuivrée. Et là, je l'ai gardé. Donc vous voyez ce que je veux dire? Je l'ai gardé parce que il y a des histoires, il y a des serpents partout qui rôdent dans ce texte. Et que c'est ces serpents-là, de Virginie, machin. Et je me suis dit, en plus, dans la phrase c'est qui grouillait, machin. Enfin, on comprend que c'est un serpent, même si on ne sait pas ce que c'est qu'un mocassin à tête cuivrée, mais on comprend que c'est un serpent. Et là, je voulais garder le nom précis, qui va revenir plusieurs fois dans le livre. Donc, c'est aussi pour vous dire que sur un même problème, on peut avoir des stratégies différentes, ça dépend du contexte. Donc, on va arbitrer au cas par cas. Pour la dénomination des animaux, l'anglais il est assez descriptif. Exactement. De manière générale. C'est plutôt bien d'avoir marqué. C'est pour ça que j'ai voté pour la première version. Parce que justement, je trouve ça super intéressant d'éveiller la curiosité et de ne pas simplifier non plus dans l'interprétation. Et je trouve ça hyper intéressant de me dire, tiens, j'en ai entendu parler, mais ça ouvre ma curiosité aussi. Et je pense que ça, c'est, en tout cas, dans ma lecture, je trouve que c'est ça qui fait partie de la richesse de la lecture aussi. Oui, non, mais on le gomme pas, je le gomme pas du tout systématiquement. Les références culturelles, c'est vraiment un problème en soi et qu'on traite, on a plein de manières de le traiter. Il y a aussi des gens qui mettent des notes en bas de page. Et vous voyez, par exemple, sur un cas comme ça, ça doit créer pour moi un effet immédiat. Et c'est pour ça que là, je l'ai changé. Mais je vous dis, à d'autres endroits, je le garde. Et c'est vraiment. C'est des mal, hein. Voilà. C'est juste non, mais réflexion personnelle. Je prends cet exemple, et là, franchement, je ne m'oppose pas au pigard, ça va. C'est juste que c'est intéressant parce que ça me permet de parler de ce problème des références culturelles qui est tout le temps, qui revient tout le temps. Même pigard à tête blanche, c'est dire deux fois la même chose, parce que pigard désigne de toute façon, là il n'est pas tête blanche. Voilà. Alors, ça me permet de dire que quand on traduit, on devient spécialiste de tas de trucs. Là, en l'occurrence, vous avez vu, je ne suis pas du tout spécialiste. Mais on se renseigne sur plein de trucs, ça fait partie de ce qui est marrant dans ce métier, et notamment, on a un forum de discussion entre traducteurs, et il y a un traducteur qui est connu pour être hyper fort en oiseaux, et il y en a une autre qui est hyper forte en plantes et en fleurs, en flore. Et donc, c'est vraiment des ressources, on se tourne tout le temps vers eux, mais sinon ça peut arriver de devoir consulter. Là, je viens de traduire un livre qui se passe en Angleterre, dans un procès pour meurtre. C'est une affaire de meurtre qui est entièrement racontée du point de vue depuis la salle de procès. Je suis devenue ultra spécialiste en droit pénal anglais, spécialiste accéléré. Et donc voilà, là il se trouve que l'oiseau il est là en passant. Si c'était un livre où il y avait des oiseaux tout le temps, je me serais vraiment documentée sur les oiseaux. On continue un peu. Alors là, on va pas forcément lire, je vous mets tout de suite les trois versions. Pour parler déjà par exemple d'un cas particulier dans les répétitions, il y a un cas particulier qui est la répétition des noms des personnages. Encore une fois, comme l'anglais n'est pas gêné par les répétitions, là vous voyez qu'on a 2 fois Will en anglais et 3 fois Mills, qui est le shérif. Le DeepL garde tel quel. Et moi, évidemment, on utilise les pronoms tout simplement. Donc, à la place de il aida Will à se relever, il l'aida à se relever. Voilà. Quand c'est compréhensible, on allège, on fait ça très souvent, d'alléger, de remplacer par des pronoms. Ça peut être parfois l'inverse, c'est marrant parce qu'avec l'anglais, on a quand même un problème. Vous savez qu'ils ont le pronom neutre, ils ont it.
Et donc quand il arrive que ce soit ambigu dans un paragraphe, on a un personnage masculin he et on parle de quelque chose, un it. Et là, en français, ça va donner à chaque fois il. Et parfois, on doit rajouter le prénom du personnage parce qu'on ne comprend pas si on parle du personnage ou d'autre chose. Bref, on joue avec les pronoms et tout le temps. C'est pas, ça se fait pratiquement naturellement, mais voilà. Et un autre cas particulier, très propre à l'anglais, de répétition, et là où on utilise beaucoup de variations, c'est que l'anglais, ça pose aucun problème en anglais quand on a des dialogues de dire d'utiliser toujours le verbe say, to say. He said, nanana, he said, nanana, she said, nanana, he said. Et en fait, en français, on ne va pas avoir un dialogue entier avec dit-il, dit-elle, dit-il, dit-elle. Voilà, c'est vraiment très répétitif. Et là encore, ça nous permet, en fait, on l'utilise comme un atout, c'est-à-dire ajouter du sens dans les verbes ce qu'on appelle les verbes de dialogue. Bon, le premier, Dippel a fait pareil, hein, You're right, son, Mills said. Alors, demanda Mills, évidemment, quand c'est des questions, on utilise beaucoup le verbe demanda et le verbe répondu quand c'est pour répondre. Mais voilà, ça peut être, moi j'ai utilisé souffla Mills, merde, souffla Mills, il a plus Dieu. Ou bien attends une seconde, murmura-t-il dans sa barbe. Alors ça c'est un jeu, moi je crois que je me suis fait un document Word avec des verbes de dialogue pour parfois quand, la plupart du temps on utilise toujours les mêmes, hein, répondre, demander, je sais pas quoi, rétorquer, voilà. Mais parfois quand il faut varier, je sais pas, je dois avoir 10 pages de verbes de dialogue, éructa-t-il, ronchonna-t-il, machin. Et tout l'art de ça, c'est de choisir le bon pour que justement que ce soit pas visible. Si c'est le bon, c'est-à-dire si dans la situation, ce verbe est pertinent avec ce qui se passe, avec la scène, avec l'humeur du personnage, avec son ton, etc., bah, vous ne verrez pas que c'est un verbe bizarre. Donc ça peut arriver d'utiliser des verbes très bizarres, mais qui sont parfaitement, qui passent parfaitement bien parce qu'ils sont dans la scène. Voilà, faut pas trop attirer l'attention, faut pas que ce soit incongru, mais on fait ça tout le temps. Alors sur ce passage-là, ce que j'ai relevé qui était vraiment, à mon avis, fautif, cette histoire de regard, c'est assez étrange, même en anglais. A look of eternal blankness until Will realized why. Dippel a traduit son regard était vide jusqu'à ce que Will comprenne pourquoi. En fait, son regard il est vide, son regard il est vide, il va pas être vide jusqu'à ce que il est mort, hein, le gars, il est complètement cramé. Donc c'est bizarre tel quel. Et je voulais en même temps pas réécrire complètement la phrase, mais je crois qu'en ajoutant le apparemment, le regard apparemment vide à jamais, jusqu'à ce que Will comprenne pourquoi, il me semble qu'on peut comprendre que c'est le apparemment qui... Enfin, il ne comprend pas pourquoi le regard est... Voilà, c'est une toute petite nuance, mais qui fait qu'on comprend la suite de la phrase. Et alors là, on a un truc... Donc ensuite, avec le shit, Mills said, sounding it as shit. Donc ça nous indique que Mills a un accent. Là, Dippel fait vraiment n'importe quoi, puisque là c'est vraiment merde, dit Mills, en prononçant le mot Chayat. Alors parce que l'intelligence artificielle, elle fait souvent ça, c'est-à-dire que quand elle ne sait pas quoi faire, elle ne le fait pas. Enfin, voilà. Alors vous me direz, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je ne l'ai pas fait. Je l'ai enlevé. En l'occurrence, je l'ai enlevé. Quand j'ai testé sur d'autres intelligences artificielles, donc je vous ai dit que je l'ai fait sur plusieurs, il y en a une qui avait fait merde en le prononçant merde. Ça marche pas non plus. En fait, pourquoi je l'ai enlevé? C'est pas par... c'est par facilité, évidemment, mais je me suis demandé si c'était acceptable de l'enlever ou pas. En fait, dans le reste du bouquin, c'est pas tellement présent cette histoire d'accent. En anglais, on a, surtout dans les romans américains, ou même dans les romans britanniques aussi,
ça arrive assez souvent qu'il y ait des personnages qui soient caractérisés par leur accent et que ce soit perceptible dans la graphie, dans la manière dont sont écrits leurs dialogues. Et là, il faut qu'on se débrouille avec ça. En l'occurrence, moi je le sais, encore une fois, parce que j'ai traduit tout le bouquin. Donc, si c'était un trait particulier, hyper important de ce personnage, et qu'il fallait l'installer, là c'est la première fois qu'il apparaît, le personnage du shérif, s'il fallait l'installer tout de suite là, j'aurais trouvé quelque chose. Ne serait-ce que, on fait aussi merde, dit-il avec son accent traînant du sud. Enfin, je veux dire, on n'est pas obligé d'essayer de reproduire l'accent, surtout si le mot merde s'y prête pas vraiment. On peut l'indiquer en didascalie, voilà, c'est aussi des stratégies qu'on a. Là, en l'occurrence, je l'ai laissé tomber parce que c'est pas quelque chose qui revient et que je me suis dit que c'était anecdotique et que ça serait plus coûteux, en fait, d'essayer de le garder ici. Ça serait plus coûteux dans le sens où ça alourdirait, ça serait bizarre en français. Donc je les zappais, voilà. C'est aussi une stratégie de zapper, ça existe. Et alors la fin de la phrase, attendez, dit le shérif à lui-même. Là, je veux bien croire que ça peut s'améliorer d'un mois sur l'autre, parce que c'est vraiment, là, je comprends même pas qu'il ait fait cette faute. Voilà. Je vais peut-être aller un peu plus vite pour qu'on arrive au bout. Qu'est-ce que j'ai après ? Ah oui, ça, si, quand même, ce passage, il est intéressant, parce que là, tout d'un coup, on a du dialogue. C'est peut-être pas, il y a des endroits où c'est plus parlant encore, mais évidemment, dans les dialogues, tout le truc, moi j'adore traduire les dialogues, tout le truc c'est de les rendre le plus naturel possible. Et là en plus, on a dans tout le bouquin des personnages qui parlent. Enfin, je ne sais pas si vous comprenez l'anglais, mais c'est écrit vraiment de manière oralisée. C'est-à-dire qu'il y a des. You got some kind of death. Il devrait dire you've got, enfin voilà, on a des élisions et tout pour reproduire un côté parlé et à la limite l'accent, enfin l'accent un peu du sud limite ça va plus s'entendre dans sa manière de parler très, je sais pas comment dire, voilà, orale, familière, et donc ça, moi j'ai essayé de le rendre par, t'aurais pas, évidemment, j'ai jamais utilisé les doubles négations, je n'ai pas écrit tu n'aurais pas, voilà, t'aurais pas, pareil, il a plu Dieu fondu, des phrases nominales, plutôt que les yeux ont fondu. Et pareil, quand il se dit, dans sa tête, il dit hold on now, et ça veut dire attendez, je trouvais moins compréhensible que attends une seconde, il sursaute, enfin, c'est lui-même, voilà, c'est des petits détails, mais ça, sur les réglages des dialogues, c'est pour le coup, le naturel dans les dialogues, c'est vraiment une chose que l'intelligence artificielle a beaucoup de mal à rendre. Sur la suite, on va faire un petit jeu. Il y a une phrase que j'ai cachée, on verra après. Alors, il se rend compte, là, il inspecte le corps et en soulevant la chemise, il se rend compte qu'en fait, il y a des traces de coups de couteau, quoi. C'est pas juste un incendie, c'est pas un incendie accidentel. C'est le début du livre et c'est, il faudra lire le livre pour savoir ce qui s'est passé. Mais évidemment, c'est le début d'une enquête, c'est une scène de meurtre. Juste voilà, des traces dans la version d'Apple, des traces de coupe recouvertes de suie, ça me paraît très descriptif et pas très évocateur. Moi, j'ai mis des balafres incrustées de suie. Et je vous parlais tout à l'heure des formes en ING. Vous voyez, sur l'anglais en rouge, on a inspected the skin, finding. Et donc, la traduction automatique, elle a gardé inspecta la peau, découvrant des traces de coupure. Et moi, j'ai inversé parce que ça me semblait plus logique dans la phrase. Et en examinant la peau, il découvrit des balafres. Parce qu'en fait, l'action qui est importante, c'est le fait qu'il découvre. Donc, j'ai pris ce verbe-là comme verbe principal. Donc, c'est des détails, mais voilà. Et alors après, vous voyez, ça, c'est un truc souvent c'est les trucs les plus cons qui sont durs à traduire. Will put his hands on his knees in an athlete's resting position. Est-ce que ceux qui comprennent, est-ce que vous comprenez quelle position il est là? Quelqu'un peut mimer?
Voilà, il est comme ça. Il est comme ça. Oui, il est penché en avant. Ah, il se met comme ça. Voilà, ouais. Bon bah, vous voyez, c'est con, mais en fait, si on traduit mot à mot, enfin, dans la position de repos d'un athlète, c'est pas évident quoi. Souvent, on se retrouve à mimer les trucs parce qu'en fait, moi je dis souvent, en fait, on traduit pas les mots, on traduit des images, des effets, des sensations, des situations. Et moi, en fait, à la limite, je me fous de comment ça a été dit en anglais, comment je décris, moi, quelqu'un qui est comme ça. C'est très bien. Je suis pas très sûre d'ailleurs d'avoir trouvé une bonne solution. Je vous montre les deux propositions. Donc, Deeple a mis Will posa ses mains sur ses genoux dans une position de repos athlétique. Là, on est d'accord sur ça. Voilà. Et moi, j'ai mis Will prit appui sur ses genoux fléchis dans la position d'un athlète au repos. C'est perfectible, hein, je ne sais pas, peut-être repos. C'est perfectible, c'est toujours douloureux de relire ces. Enfin, ça va, non, mais c'est pas nul, hein. Mais je veux dire. Après, c'est jamais fini. Une traduction, c'est jamais fini, mais sauf qu'à un moment, ça part chez l'imprimeur, quoi. Bon, en tout cas, je suis quand même plus contente de ce que j'ai fait que ce qu'avait dit Paul. Ouais. On peut dire ça. Où est-ce qu'on en est? On va continuer à jouer. Alors là, allez, IA ou humain? Donc on est dans la suite, c'est-à-dire qu'ils viennent de voir les traces de. Clairement, il y a eu des coups de couteau, quoi. Homicide, dit Will. Le mot résonna presque comme une question. Cette fois, il ne s'agissait plus d'embarquer des ivrognes, de délivrer des amendes pour excès de vitesse, ni d'interpeller des vagabonds qui auraient pénétré sur des propriétés abandonnées. Qui a pu, reprit-il. Il observa le shérif, silencieux, calme, pensif. Il semblait s'affûter à vue d'œil, déployer une tranquille efficacité, pleinement alerte. Homicide, dit Will, le mot résonnant presque comme une question. Il ne s'agissait pas ici d'arrêter des ivrognes, de dresser des contraventions pour excès de vitesse ou d'arrêter des vagabonds pour intrusion dans des propriétés abandonnées. Qui a bien pu? Will observa le shérif, calme, pensif, impassible. L'homme semblait s'aiguiser, s'illuminer d'une efficacité tranquille, pleinement vivant. Alors, qui dit je vous laisse regarder. Non, moi je dis que c'est la une. Moins frappant, hein. Alors, qui dit que la... Attendez, comment je vais poser la question? Non, qui préfère... Qui préfère la 1? Qui préfère la 2? Ah ouais, c'est moins net. Ouais, vous êtes définitivement IA. Et pourtant, non, je vous assure, parce que justement, pour moi, l'IA, c'est conséquentiel. Il n'y a pas bon, j'aurais pas dû vous montrer des bouts, c'est aussi tangent. Là, après une poésie qu'il n'y a pas dans la première. Alors, je vais vous dire, vous êtes, madame, je vais vous dire quelque chose, vous êtes sourcière. Et moi, je suis cibliste. Non, en fait, il y a des... On dit qu'il y a deux écoles, c'est pas vraiment des écoles, il y a deux manières de traduire, mais les sourciers sont les traducteurs qui restent assez proches du texte original pour faire entendre la langue originale dans le français. Bon. Et les ciblistes sont des gens bien. Et les ciblistes sont ceux qui considèrent qu'on doit livrer un texte au lecteur français tel qu'il le lirait s'il le disait dans la langue originale, donc avec le même degré d'étrangeté. Si c'est étrange en anglais, ok. Si c'est pas étrange, voilà. D'où le aigle, machin. Enfin, voilà. Moi, je suis définitivement cibliste. Et je suis désolée. Voilà. Non, mais parce que ça peut être sanglant. Mais bon, je vous dis ça, mais c'est des espèces de catégories. Personne se dit, moi je suis. Enfin, on le découvre, on est cibliste ou on est sourcier, c'est comme ça, c'est une nature. Ouais.
demande toujours qui vérifie. L'éternelle question, Parce que, qui par nous exemple, corrige? Oui, même sur ce que vous venez d'expliquer, un éditeur va peut-être préférer que ça soit pas du texte. Bah, les éditeurs, J'ai du mal aussi. les éditeurs, ils nous connaissent quand même depuis un moment. Mais en fait, il y a bien sûr des gens qui relisent les traductions, une fois qu'on la rend à la maison d'édition. Mais il n'y a personne qui corrige véritablement, c'est-à-dire c'est quelqu'un justement qui va relire que le français. Parce que après tout, les gens qui sont relecteurs, on appelle ça des préparateurs, relecteurs, ils relisent aussi des traductions du polonais. Donc en fait, ils ne sont pas censés avoir des compétences dans toutes les langues dont ils relisent les traductions. Et comme je vous ai dit, comme je vous ai montré au début, en fait, on peut juger d'une traduction juste sur le français. Donc la personne qui relit, elle va relire et elle va intervenir, mais sur des choses où... ça peut être, évidemment, les fautes d'orthographe, les fautes de français s'il y en a, bon. Et ça peut être, ah, ici, ta phrase est un peu ambiguë, on pourrait la comprendre comme ça. Est-ce que c'est ça que tu as voulu dire? Est-ce qu'elle est ambiguë en anglais? Mais il revient toujours vers moi. Parce qu'en fait, c'est pas un traducteur, la personne qui me relie. La compétence dans la traduction, c'est moi qui lui, il est compétent en français. Et donc, on dialogue. Mais voilà, personne ne va reprendre ligne à ligne la traduction. En fait, ça serait comme faire le boulot deux fois, quoi. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant dans la suite? Et alors quoi? Ah bah la réponse, non, c'est à gauche, c'est moi. Voilà. Et à droite, c'est Lia. Ouais. Bah, quand même, par exemple, alerte, c'est mieux que vivant. Mais oui. Déployer une tranquille efficacité, c'est mieux que s'illuminer. Mais oui, je comprends le Mais celle-là, elle est un peu plus... Alors, non. S'aiguiser à la place de s'affûter, bon. Ça commence par le mot résonant, en fait, les résonnables. Voilà, aussi, l'histoire des participes présents. Impassible, c'est redondant. Bon, je vous ai pas mis la VO ici, hop, on avance. Qu'est-ce qu'il y a? On va pas tout faire, enfin là on est presque à la fin, mais... Bon bah là je vous ai mis en rouge, je sais pas si vous lisez, mais Will se sentit étourdi. Encore une fois, des problèmes de temps de verbe, c'est pas qu'il se sentit tout d'un coup, c'est se sentait un peu étourdi. Bon, et là on a quand même un truc, là on a du dialogue. Ah si, bah si, non mais si, il faut que je vous raconte. Attendez, le ruban adhésif c'est assez génial. Ouais. Donc il lui dit, le shérif là en bas, le shérif l'envoie, cherche, vous savez les machins qu'on voit dans tous les films américains là, ils mettent des rubans pour scène de crime, scène de crime. Et alors, évidemment en anglais, c'est le verbe et le mot c'est la même chose. Il lui dit take this off. Take this off, c'est-à-dire mets du ruban, quoi, en gros. Et donc après on a Will was heading for the tape. Il va chercher le tape, le ruban. Donc là il y a un petit problème parce que déjà il nous dit sécuriser les lieux. Ok, donc ça marche, hein, sécuriser les lieux. Mais après on ne comprend pas pourquoi il se dirige vers le ruban adhésif. Alors déjà c'est pas du ruban adhésif. Tape effectivement c'est le mot pour dire scotch, quoi. Donc on dirait qu'il va chercher un ruban scotch. Là, vraiment, oui, là, finalement, là, on ne comprend pas. Et puis, se diriger vers le... En fait, il va chercher. Bon. Et donc, c'est pour ça que moi, c'est un peu lourdingue, boucle le périmètre avec de la rubalise. Alors, c'est comme ça qu'on appelle ça. J'aurais pu mettre juste boucle le périmètre tout court. Mais seulement, j'avais besoin qu'on comprenne ce qu'il allait chercher après dans la voiture. Donc, il fallait que j'utilise le mot. Voilà. C'est encore une fois, quand on traduit jamais une phrase isolée. Et donc là, c'est toute une scène et c'est même tout un livre. C'est pour ça que je vous dis parfois, on prend des décisions parce qu'on sait que tel personnage plus tard, on connaît les personnages, on connaît les scènes, on connaît les implications plus tard. Est-ce que ça va être super important, ce pillard, parce qu'en fait, c'est l'assassin? Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Évidemment, et puis alors là, on a quand même aussi monte dans les arbres, génial. Donc c'est magique ça. Non mais cette page en fait elle est magique. Head of the trees. Donc il lui dit
head up, ça veut dire en fait va vers, enfin voilà, et pas évidemment pas monte dans les arbres, parce qu'ils ont vu du mouvement, je ne sais pas si vous avez eu le temps de dire, ils ont vu du mouvement, donc il lui dit vas-y, c'est peut-être un suspect. Mais surtout évidemment on a ce truc merveilleux, bon des répétitions on s'en fout, ok, on a ce truc merveilleux. De faire attention à toi. Je vais revenir après sur ça. Non mais du tu et du vous. Là, j'ai pas fait exprès, mais DeepL m'a fait un cadeau. Mais bon, c'est assez représentatif des problèmes avec l'IA. On a, évidemment, quand on traduit de l'anglais, on a le problème du you, qui peut être tu ou vous. Donc ça, c'est un truc qu'on se pose tout le temps. Est-ce que tel et tel personnage vont se tutoyer? Est-ce qu'ils vont se vouvoyer? En tout cas, en général, c'est stable. Là, au début, quand il lui dit « ça va fiston, t'aurais pas des pulsions suicidaires, machin », il le tutoie, son adjoint, ok? Donc là, tout d'un coup, il se met à le vouvoyer, ok? Vous non plus, vérifiez ses poches, machin, sécuriser les lieux. Et puis après, par contre, il se remet à le tutoyer, monte dans les arbres et fait attention à toi. Donc, pour moi, c'est quand même... Enfin, je veux dire, je veux bien admettre que ça va faire des progrès, mais là, on se dit, mais là, les bras m'en tombent, quoi. C'est quand même des trucs assez basiques. Deux lignes plus haut, il se tutoyait, ça revient... Enfin, il alterne, en fait, dans la suite du texte, il continue à faire vous, tu, etc. Et puis, ce que je voulais... Je vous parlais aussi de faire sonner les dialogues. Moi, ce côté oral qu'on voit dans l'anglais, je l'ai rendu en utilisant de l'argot, qui n'est pas forcément dans l'anglais. Vous voyez, quand moi je mets cramer, le mot anglais c'est burn, c'est vraiment le mot normal pour dire brûler. Mais comme il a cette manière de parler orale, quoi, enfin en anglais, au lieu de jouer sur la syntaxe, en français, j'ai joué sur le registre de langue. Et ça me permet aussi de caractériser ce personnage sur tout le bouquin. C'est-à-dire que voilà, Mills, c'est ça. On va l'entendre, sa voix, ça va être ça, et on va le reconnaître à ça. Je ne l'invente pas, ça part du constat que je fais que ces répliques sont écrites comme ça. Donc je mets, c'est un miracle qui n'est pas cramé, je mets ma bagnole, et je mets fais gaffe et pas fais attention. Bon, par ailleurs, lui, mes camions, on pourrait tout commenter d'une par une. En anglais, c'est truck, mais en fait, truck, c'est un pick-up. Ils ont tous, et dans cette scène, il y a je sais pas combien, ils ont tous des pick-up. Et donc moi, j'ai décidé, pour que ce soit plus clair, vous allez me dire, on prend des responsabilités, mais la voiture de Mills, c'est une voiture. Will, il a un pick-up. Tom, qui est le mort, il a sa camionnette dans la cour. Et donc j'ai un peu réparti parce qu'on ne peut pas mettre pick-up à toutes les lignes en français, ça se voit vraiment. Et bon, lui, là, le DeepL met camion partout. Alors pour le coup, c'est vraiment pas des camions, il n'a pas un camion, le shérif. Voilà, on pourrait continuer parce qu'il y en a partout des problèmes. Non, est-ce que vous avez des questions peut-être pour finir? Parce que là, on a déjà... Moi, je voudrais juste faire une remarque. Oui. Alors... Je pense que j'ai entendu, je suis arrivée en retard, mais j'ai entendu la question de la dame, la fin de la remarque de la dame. Je crois qu'en fait, déjà, je ne suis pas sûre que ça progresse aussi vite qu'on le dit. Mais surtout, c'est pas le sujet en fait. C'est-à-dire que même si ça devenait super efficace, comme c'est en train de le devenir pour la musique par exemple, ou pour des images, etc., moi, je sais que j'ai découvert la traduction en lisant plusieurs traductions de Shakespeare. J'ai vu toutes les différences qu'il y avait. C'est des interprétations, c'est des lectures de gens en fait. Et les traducteurs en fait, ils mettent leur lecture, une lecture avec de l'émotion à l'intérieur de leur travail. Et ça, la machine, elle ne pourra jamais le faire, en fait. Nathalie est traductrice. Voilà. Mais juste, deuxième carrière. Nathalie, traductrice, deuxième carrière, qui a choisi ça après avoir fait du journalisme, parce qu'elle a découvert la traduction, et elle a vu tout ce qu'il y avait dans la traduction que la machine veut nous enlever. Même si ça devient... Ouais, non, mais vraiment... Je suis venue du sud des Landes, en retard, parce que derrière des camping-cars en permanence. Mais pour voir ce que ça allait donner, parce que d'habitude, dans les joutes, on joute entre traducteurs. Je suis désolée, DeepL ne sera jamais un traducteur. Point final, c'est tout, quoi. Parce que moi, comme une machine ne sera jamais un musicien,
Moi, j'ai envie de lire. Et avant d'être traductrice, c'était déjà le cas, puisqu'encore une fois, je vous dis que c'est parce qu'il y a des auteurs qui sont traduits par plein de gens et c'est des textes différents. Vous pouvez vous-même vous en rendre compte si vous allez voir. J'ai envie de lire des gens. Voilà. Des gens en anglais, des gens en français. J'ai envie d'écouter de la musique faite par des gens. Voilà. Ce que je vous disais Donc, avant, c'est une page de crâne qu'on nous met, que ça on va cherche pas devenir la mieux. perfection, on cherche pas la perfection. De toute façon, je sais pas ce que ça veut dire la perfection dans un domaine comme la littérature. Pardon. Mais Voilà. c'est une lecture, une proposition. Voilà. Bon bah je sais pas si ça Et vous a. c'est dommage, la dame n'était pas là. Elle n'a pas entendu. On peut voter pour People ou. Non, on va pas voter. Non, c'est pas voilà. une question de voter. Ah, Allez, c'est on pas va une question de s'arrêter voter. parce qu'il y a après une rencontre très intéressante sur la ville sainte.